Bonjour à tous, je m'appelle Andréane Tardif, chargée de projet en promotion de la santé au Québec pour Cœur et AVC. Je serai votre modératrice pour toute la durée de ce webinaire que nous allons présenter aujourd'hui. Il s'intitule Des techniques virtuelles d'autogestion et de réadaptation utiles aux personnes vivant avec une maladie du cœur, les séquelles de l'AVC ou un déficit cognitif d'origine vasculaire en vue de poursuivre leur rétablissement. Ce webinaire fait partie de la série de webinaires que Cœur et AVC déploie en ce moment pour répondre à vos questions durant cette période inhabituelle. Avant de vous présenter nos conférenciers dans la prochaine diapositive, je veux d'abord vous transmettre quelques informations techniques, telles qu'indiquées dans la diapositive que vous voyez à l'écran. Vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé. Vous pouvez également déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la section questions. Une fois que les conférenciers auront terminé la présentation, je pourrai leur poser. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans cette même boîte à droite de votre écran tout au long de la séance. J'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer que vous êtes bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet, d'un côté, de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour réécouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, ainsi qu'un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions qui vous donnera accès à un certificat de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. Pour plus d'informations sur la maladie à coronavirus, consultez le site web à l'adresse cœuretavc.ca/la COVID ou notre compte Twitter à FMCAVC-Science. Nous vous invitons également à consulter notre vidéo en anglais sur le lavage des mains à une seule main. Allons-y maintenant avec le webinaire. Nous avons conscience que les informations sur la COVID-19 se propagent à un rythme effréné et génèrent de nombreuses perturbations de rendez-vous, questions et préoccupations pour les personnes vivant avec une maladie cardiovasculaire ou un déficit cognitif d'origine vasculaire. Les séjours hospitaliers sont raccourcis tant pour les soins de courte durée que pour la réadaptation des patients hospitalisés. Avec la distanciation sociale, l'accès aux services de réadaptation en personne est devenu un vrai défi. Les ressources et le soutien sont plus importants que jamais pour permettre de poursuivre les efforts de réadaptation de manière indépendante. Les sujets de discussion seront les suivants aujourd'hui. D'abord, les étapes pratiques à suivre pour déterminer comment continuer la réadaptation et si une transition vers une réadaptation virtuelle est possible pendant la pandémie de la COVID-19. Nous parlerons aussi des ressources de réadaptation, des compétences pratiques et des techniques d'autogestion. Nous vous rappelons de toujours vous référer à votre équipe médicale pour prendre une décision éclairée et sécuritaire concernant votre réadaptation. Nous discuterons avec 4 experts en réadaptation et autogestion vers le rétablissement à l'aide des outils virtuels et autres. Nous allons les introduire un à la fois au cours de ce webinaire. Merci à nos orateurs aujourd'hui qui prennent tous le temps, dans le cadre de leur fonction de soins de santé, de nous apporter des preuves et des informations solides. Le premier conférencier, Luis Rivas, qui a subi un AVC en avril 2011. Il a obtenu son doctorat en ingénierie télécommunication juste après sa sortie de la dernière étape du processus de réadaptation en 2012. En 2013, il a participé à une édition en ligne du programme La vie après un AVC et il a réalisé qu'il était prêt à s'adapter à sa nouvelle réalité au lieu de la nier. Avec le soutien du groupe, il a adoré et adopté un mode de vie beaucoup plus sain. Il a eu envie de devenir un leader lui aussi. Actuellement, il est animateur pour le programme La vie après un AVC, en plus d'être ambassadeur pour les communautés en ligne de Cœur et AVC. Je vous souhaite donc un bon webinaire et je passe la parole à Luis Rivas. Merci beaucoup, Andréane. Bonjour tout le monde.
Comme Andréan a dit, je m'appelle Luis et j'ai fait un AVC en 2011, il y a 9 ans et une semaine. Et je sais que c'est assez précis parce que j'ai fait mon anniversaire la semaine passée et ça, ça m'a affecté, ça a été un AVC hémorragique, ça m'a affecté la partie gauche de mon corps. Alors j'ai perdu la vision périphérique de ce côté et j'ai perdu la mobilité dans mon bras et dans ma jambe. Ça m'a pris plus qu'une année pour faire toute la trajectoire dans le système santé et à la fin de cette période, ça a été possible de récupérer partiellement la jambe. Alors je peux marcher avec une canne ou un bâton à marche. Mais malheureusement, les bras n'étaient pas possible de les récupérer. Alors, j'ai appris à me débrouiller et faire tout en utilisant seulement mon bras droit. Et alors, comme ça a été il y a 9 ans, maintenant, je ne fais plus de gym avec mes physios ou mes kinésiologues et je ne fais plus de sessions d'ergothérapeute, mais ça ne veut pas dire que ma réadaptation c'est fini. En plus, la réadaptation, au moins pour moi, ça va probablement jamais finir. Je trouve chaque jour de nouveaux défis, de nouveaux problèmes, des choses à régler, des choses à améliorer. Et ça que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est partager avec vous quelques astuces en santé que j'utilise dans mon quotidien et spécialement dans cette période étrange de COVID où on est isolé. Alors, la première chose, et je pense que c'est quelque chose qu'on va parler pendant toute la présentation, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est très important pour tout le monde, pas seulement pour les survivants AVC ou des personnes avec des problèmes de cœur ou d'autres problèmes de santé. Mais pour moi, c'est super important de rester actif physiquement parce que l'activité physique, c'est un des facteurs plus importants de prévention secondaire. Et pour moi, faire un AVC, c'est déjà trop pour toute ma vie. Alors, je ne vais pas faire un autre. Le défi que j'ai trouvé le plus important en relation à l'activité physique, c'est rester motivé parce qu'on on trouve toujours des excuses comme, je sais pas, le gym c'est cher ou le gym c'est loin, c'est trop froid ou trop chaud ou il y a une émission télé que j'aime ou je vais y aller avec mes amis, je vais faire n'importe quoi sauf y aller au gym pour faire activité physique. Alors, pour rester motivé, il y a plusieurs facteurs de motivation et la clé c'est trouver celui qui fonctionne mieux pour nous. Pour moi, dans mon cas, j'ai trouvé que les facteurs de motivation les plus efficaces, c'est faire des choses qui m'amusent, pour s'amuser. Et en relation à l'activité physique, j'ai trouvé ça parce que moi, j'adore les jeux vidéo et à l'époque, j'ai acheté une console Wii que c'est intéressant pour moi parce que la manette marche avec les mouvements de mon corps. Alors, il y a beaucoup de petits jeux et des activités qui sont reliées à l'activité physique, mais qui en même temps sont des jeux. Alors, on a acheté un Wii pour faire ce type de jeu et j'ai acheté aussi une petite plateforme qui s'appelle Wii Fit, que c'est une petite plateforme qui peut mesurer le poids. Alors, ça détecte quand je mets plus de poids dans un côté que de l'autre. Et c'est la façon de bouger le petit bonhomme pour l'écran. Si je veux que le bonhomme marche à droite, je dois mettre plus de poids dans le droit. Même chose par la gauche. Et ça me fait contrôler, m'aide à contrôler mon balance. Alors, le plus que je joue, le mieux que je deviens à contrôler mon équilibre. Et c'est comme ça que je peux faire activité physique et m'amuser à la même fois. J'ai trouvé des autres choses importantes
pour continuer avec ma réadaptation et un de ces exercices de méditation. J'ai trouvé plusieurs techniques et le plus simple, c'est seulement la respiration, faire des respirations les plus lentes possible, les plus profondes et lentes, et comme ça, commencer à contrôler et rester plus calme. Et ça va m'aider pour des choses comme la spasticité dans mon bras. J'ai beaucoup de spasticité dans mon bras gauche, l'a affecté et ça, des fois, fait mal. Mais faire quelques minutes de méditation, de respiration, ça m'aide à relaxer les bras et ça améliore vraiment beaucoup la qualité de ma vie. Une autre technique pour faire la méditation, c'est tout simplement compter. Compter 1, 2, 3, 4, comme ça, on continue. Et si je perds la compte, je redémarre. Ça m'aide parce que si je suis préoccupé par quelque chose ou j'ai beaucoup de problèmes dans la tête, seulement penser en compter, c'est une activité assez simple. Ça aide à nettoyer tout le reste des choses et me concentrer sur continuer à compter. Alors ça, c'est une autre technique de méditation et un peu plus avancé, c'est combiner les deux. Alors, c'est faire des respirations lentes et profondes et les compter dans la tête à la fois. Alors, c'est 1, 2, 3, comme ça. Et encore, si on perd la compte, on recommence. Et ça, c'est la technique qui marche mieux pour moi, mais c'est vrai qu'on ne peut pas commencer pour la technique la plus avancée. C'est mieux de faire pour commencer seulement celui de respiration, après compter, et une fois qu'on est confortable à le faire, on peut essayer à les combiner. Un autre petit truc qui m'aide pour me relaxer, c'est avoir quelques musiques pour la méditation et sur la plateforme de vidéos YouTube, il y a plein de vidéos avec de la musique relaxante, il y a de la musique de la forêt, il y a de la musique de la pluie, de tout type. On peut chercher, on va trouver plein d'options et on peut essayer pour trouver quelque chose qu'on aime et on peut combiner écouter de la musique relaxante avec la technique que j'ai mentionnée avant, celui de respirer au compter. Et comme ça, on va se relaxer plus rapidement et mieux. Il y a un autre type d'activité que je trouve intéressant, c'est l'activité mentale, mais reliée au sujet de motivation. J'essaie de faire des choses qui me restent actives, mais aussi pour m'amuser. Alors, j'ai fait des Lego, des Sudoku, des Kenke. Kenke, c'est un jeu de numéros pareil à Sudoku, mais c'est un peu différent. Il y a une petite règle qui le fait plus intéressant à mon avis. J'aime aussi faire de la lecture et j'aime aussi étudier de nouveaux sujets seulement pour le plaisir de les apprendre, pas parce que j'ai besoin de faire un examen ou d'apprendre pour faire un projet ou quelque chose. Non, c'est seulement apprendre parce que j'aime apprendre des choses. Et finalement, comme j'ai dit, pour moi, mon façon favorite de m'amuser sont les jeux vidéo. Alors, c'est une activité que j'aime beaucoup de faire, spécialement dans ce temps où on ne peut pas sortir. J'aime prendre ma console et jouer. Et si je peux faire de la Wii et un peu d'activité physique, encore mieux. Et la dernière astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est rester en communiqué. Et pour ça, je vous invite à nous joindre dans la communauté de survivants sur Facebook. Vous avez toute l'information dans l'écran. Et c'est en communauté avec beaucoup de survivants. On est maintenant plus de 2000, je pense. Et on peut partager nos expériences, on peut apprendre de l'expérience des autres, que je trouve que ça c'est un des points les plus importants parce que personne ne comprend mieux un survivant qu'un autre survivant, une autre personne qui a passé par une expérience pareille à la nôtre. Et comme ça, c'est tout que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, merci.
Notre prochain conférencier est Dr Poirier. Dr Poirier est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'activité physique et d'une maîtrise en médecine expérimentale. Il a obtenu son diplôme en médecine à l'Université Laval en 92, poursuivi ses études en médecine interne et en cardiologie à l'Université Laval et complété un PhD en médecine expérimentale, étudiant le rôle de l'exercice chez les diabétiques. Il a suivi des études postdoctorales au Centre des sciences de la santé de l'Université du Colorado. Actuellement, il est professeur titulaire à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Il travaille aussi à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec comme responsable médical du programme de prévention et de réadaptation cardiaque. Il est actuellement président du comité de promotion et de prévention cardiovasculaire de l'Association des cardiologues du Québec. Il est auteur de plusieurs projets de recherche clinique et le co-auteur de plus de 400 articles scientifiques, 450 résumés, 30 chapitres de livres et plusieurs centaines de présentations. Je passe donc la parole à Dr Poirier. Merci de l'invitation. Merci d'être là ce beau vendredi après-midi. Je voudrais vous souhaiter bon anniversaire à tout le monde. Ça fait un mois, un peu plus qu'un mois que vous êtes confinés, pris chez vous. Alors, le but ici, c'est de faire de l'activité physique, d'essayer de s'en sortir. Là, je vais essayer de voir si je peux. Non. Un peu. On essaye ça. Non plus. Ah oui. Là, il faudrait que je revienne. Là, je ne vois plus mes slides. Attends un peu. Ça. Ah oui. Bon, ça, c'est mes conflits d'intérêts. Je suis en conflit avec tout le monde. Je suis dans les guidelines de diabète, les guidelines de lipides, les guidelines de différentes choses. Je fais de la recherche, je fais de l'enseignement. Alors, faire une histoire courte, vous êtes pris depuis un mois à rester chez vous ou à diminuer en termes d'activité physique beaucoup. Alors, ça va être important de voir comment on peut s'en sortir. Le problème est en face de l'écran, c'est toujours ça. Je m'excuse pour les gens. OK. Alors, pour rester à la maison, il faut s'isoler un petit peu. Lavez-vous les mains. À Montréal, vous vivez pas mal plus l'enfer que nous, on peut le vivre à Québec. On est chanceux dans notre déconfinement. Ça va beaucoup mieux. On est en train de reprendre nos activités, mais en attendant qu'on s'en sorte, il faut vraiment maintenir les acquis et garder le cap. Alors, j'essaie. OK. Alors, vous voyez ici les percées scientifiques et les tendances temporelles en matière de mortalité cardiovasculaire. Il y a plein de médicaments, plein de bebelles qu'on fait en cardio, plein de nouvelles technologies, mais il faut comprendre quelque chose. Il n'y a aucun traitement, et je pèse mes mots, et j'ai de la science pour le dire, on n'a aucun traitement qui est aussi efficace que les bons comportements alimentaires, l'alimentation et l'activité physique. Là, c'est le fun, parce que là, vous avez tout appris à manger. Hein? Vous avez tout, il n'y a plus de levure dans les épiceries. Vous avez tout appris à faire du pain. Vous avez tout appris à cuisiner. Et là, vous êtes pris pour aller marcher, parce qu'après la seule activité que vous pouvez faire. Alors, vous vous êtes réapprivoisé l'activité physique. Et ça, c'est important, parce que si on veut garder une bonne santé, il faut rester en forme. Alors, il y a vraiment... OK. Juste pour vous montrer un petit peu la prévalence, ça, c'est des données québécoises, 2019. Vous avez les 25 à 64 ans et les 65 ans et plus, ceux qui ont plus que 2 comorbidités et ceux qui en ont plus que 3. Alors, grossièrement, population de 25 ans et plus, c'est 6 millions de personnes. Sur les 6 millions de personnes, là, on en a 4 millions qui ont entre 25 et 64 ans, qui ont 2 comorbidités et plus. Ça, les comorbidités, il y en a 31 dans ce papier-là, mais ça inclut les facteurs de risque cardiovasculaire. Et vous voyez très bien que 27 des 65 ans et plus ont 3 comorbidités cardiovasculaires. Alors, vous comprenez très bien que quand on parle de la COVID, puis on parle des ravages que ça fait chez les personnes âgées, il y a l'âge, il y a les comorbidités cardiovasculaires qui sont
super importante, toujours associée, et les facteurs de risque associés à ça. Vous voyez ici une autre façon de le voir. Vous avez la répartition. Alors, vous avez la prévalence en Y, vous avez l'âge en X. Vous pouvez vous voir, vous pouvez regarder la grosseur des couleurs. Alors, si vous regardez à l'extrême, hein, les 95 ans et plus, bien, il y en a pas mal de monde qui ont 8 comorbidités. Alors, que je suis diabétique, hypertendu, dyslipidémique, apnée du sommeil, je fais de l'arthrose, j'en ai déjà 5. Alors, vous comprenez très bien que ça, c'est la réalité de tous les jours au niveau cardiovasculaire. Et ce n'est pas des gens du Danemark, là. Ce n'est pas des gens des États-Unis, là. Ça, c'est des Québécois. Le problème, c'est la survie et le temps assis. Ça aussi, c'est des données canadiennes. Alors, on regarde les gens qui sont assis presque tout le temps. Bien, après 14 ans, ils ont plus de chances de décéder que ceux qui sont presque jamais assis. Comportement, je vous dirais, très simple, très facile à voir. OK? Alors, juste le fait d'être assis et la survie, c'est associé. Donc, vous pouvez comprendre très bien que c'est important. Là, vous êtes pris devant votre téléviseur, vous pouvez générer de l'anxiété tellement il y a des mauvaises nouvelles à longueur de journée. Puis, si l'une d'avoir des plus mauvaises nouvelles, allez voir CNN avec ce qui se passe aux États-Unis. Mais vous regardez ici, c'est le temps, le risque de devenir diabétique, le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire ou le risque de mortalité toute cause. Si j'avance, j'ai une augmentation de 10 de risque de diabète par heure de télévision au-delà des 8 heures de travail. Donc, si vous écoutez 3 heures de télévision dans votre soirée, à tous les soirs, bien, vous comprenez qu'il y avait une vieille annonce, grouille avant que ça rouille, c'est le principe de base. Même chose, risque cardiovasculaire, 7,5 mortalité toute cause, 6,5 Donc, le fait d'être sédentaire, d'être assis, c'est mauvais pour vous. Et le fait de regarder la télévision ou n'importe quel écran, c'est très mauvais pour vous à long terme. Ça, c'est nous. On a tout envie de faire l'exercice. Hein? Le principe de l'activité physique, c'est de faire les bons choix. Le problème, c'est que l'être humain est un être de plaisir et souvent, faire de l'activité physique, quand il fait très mauvais dehors, ce n'est pas toujours agréable. Chose simple, il faut marcher 10 000 pas par jour. Donc, Valérie et Annie vont vous en parler tantôt. Ils vont vous donner beaucoup plus de input intéressants, mais la majorité des adultes marchent à peu près 6 000 pas par jour, donc à peu près... alors, on marche à peu près 10 000 pas par jour et les gens vont marcher spontanément 6 000 pas. Donc, la fameuse demi-heure, c'est ça, 3 000 pas par jour. Si vous regardez les enfants par rapport aux jeunes adultes, les enfants, si vous les regardez dans une cour d'école, ils font tout en courant. C'est des petits pas. Les jeunes adultes, les personnes âgées. Alors, vous voyez ici, dépendant de l'âge, le nombre de pas que les gens marchent par jour. Si vous êtes atteint d'une maladie chronique, vous marchez moins de façon spontanément. Ça peut être à cause de votre maladie chronique ou c'est peut-être votre sédentarité qui vous a amené à avoir une maladie chronique. Donc, vous comprenez très bien qu'ici, je ne parle pas d'activité physique incroyable. Je parle de se déplacer, de marcher et d'éviter d'être assis. Alors, c'est quoi l'activité physique? Mode de vie sédentaire, en bas de 5 000 pas par jour. Très actif, au-dessus de 12 500. Vous pouvez aller revoir la vidéo après. Vous allez pouvoir voir un peu de quoi on parle. Je parle de marcher. On marche à quel... Vous allez voir tantôt le principe FIT, le principe d'intensité. Bien, on marche une intensité modérée. L'intensité modérée, pour quelqu'un qui est très en forme, ce n'est pas la même intensité modérée que pour quelqu'un qui est très sédentaire. Alors, là, vous allez avoir des petits trucs aujourd'hui à savoir comment, c'est quoi un exercice modéré. Je vous dirais, pour les dames, si vous rentrez, marcher 1000 pas en 10 minutes, c'est généralement un exercice modéré. 1000 pas en 10 minutes, ça ressemble à quoi? C'est une femme qui rentre au magasin chez Simons pour dire quelque chose à 9h-10 ou un homme qui rentre chez Canadian Tower à 9h-10. Regardez-la aller, il reste 10 minutes, il va marcher son 1000 pas en 10 minutes. C'est grossier, mais ça vous donne des alternatives. Vous allez avoir des choses plus intéressantes tantôt à discuter avec les gens. Alors, l'âge, ça va avec le nombre de pas
et vous pouvez être dans zone rouge ou dans zone verte, mais quand on atteint 10 000 pas par jour, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, ce qui est important aussi, quoi faire à la maison? Prenez vos médicaments. On a eu plein de questions à savoir avant la COVID, est-ce que je dois prendre mes IACA? Est-ce que je dois prendre mes ARA? Est-ce que je dois prendre des anti-inflammatoires? Il y a 2000 études qui sont sorties depuis le mois de janvier sur la COVID. Il n'y a pas personne qui est capable de tenir le fort avec toutes les études qui sortent, mais gardez vos médicaments, consultez vos professionnels de la santé si vous avez besoin et vous pouvez aller avec la pharmacie pour avoir le service de livraison. Vous demandez des outils à votre pharmacien ou des indices par rapport à votre médication. Si vous avez ça c'est majeur, on le vit nous à Québec, on est un centre COVID+, et les gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire ou qui ont des maladies cardiaques ne veulent pas se présenter à l'hôpital parce qu'ils ont peur d'être infectés, parce qu'on est un centre de COVID. C'est faux. Si vous avez des indices d'angine instable, d'AVC ou de quelque chose de grave qui se passe au niveau cardiovasculaire, s'il vous plaît, consultez pour éviter des catastrophes de patients qui se présentent à l'urgence 3-4 jours après qu'ils aient fait un infarctus à la maison ou qui se présentent en œdème aigu du poumon à l'hôpital parce que ça fait une semaine que l'eau monte dans les poumons puis que les patients sont obligés de dormir assis puis que finalement l'entourage a dit « ça fera, va-t'en à l'urgence ». Alors, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de consulter, c'est important. Alors, les activités à domicile, c'est super important. Il faut être prudent, il faut le faire selon ses capacités. Valérie et Annie, tantôt, qui sont beaucoup plus compétents que moi, vont vous donner des trucs. Ils vont vous donner des choses, quoi faire, quoi ne pas faire. Et vous allez avoir plein d'outils sur Internet pour pouvoir vous aider. Mais s'il vous plaît, faites-les. C'est important de maintenir les acquis. Là, ce que j'ai peur, c'est que les gens sont rentrés dans un confinement, comme les gens qui s'en vont en croisière, comme les gens qui rentrent dans les vacances de Noël. Ils reviennent de croisière, ils ont pris 10 livres. Ils reviennent des vacances de Noël, ils ont pris 10 livres. Ils reviennent du confinement, ils ont pris 10 livres. Prendre du poids, c'est jamais une bonne idée et c'est toujours un problème associé à l'alimentation et à la sédentarité et les choix d'aliments. Alors, s'il vous plaît, essayez de maintenir vos acquis pour garder une bonne santé cardiovasculaire. Merci. Merci beaucoup, Dr. Poirier. Vraiment très, très intéressant. Merci à Louis aussi. Là, vraiment, on poursuit dans la même lignée et on fera les questions à la fin, comme mentionné. Donc, la troisième conférencière, Madame Valérie Guibault, est kinésiologue depuis 2006 au Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal et coordonnatrice de programme. Elle a coécrit et édité le guide Prendre ma santé à cœur et aussi conçu, réalisé et animé le DVD d'exercice. Elle a participé à la création, l'élaboration et le développement du programme de changement d'habitude de vie KiloActif pendant 9 ans. Elle travaille avec l'équipe de recherche du Centre EPIC sur la combinaison entraînement par intervalle et alimentation méditerranéenne chez une population obèse. Elle est conférencière auprès des professionnels de la santé et des patients en réadaptation cardiaque et en changement d'habitude de vie. Finalement, Mme Guibault collabore au blog Prévention du Centre EPIC et donne des conseils sous forme de capsules web dans des médias écrits comme les journaux-revues, la radio et la télévision. À vous, Mme Guibault. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci d'être là en grand nombre. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai vraiment un petit délai dans mon ordinateur, je suis vraiment désolée. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt à divulguer. Je vais vous parler rapidement parce que j'ai beaucoup de matériel, j'ai pas beaucoup de temps, du rôle de l'activité physique puis des impacts directs sur votre santé. En fait, il y a 4 comportements de base qui ont un impact sur votre santé globale. Donc, on peut prévenir 80% des maladies en contrôlant 4 comportements qui sont l'exercice, l'alimentation, le tabac et le stress. Donc, en jouant sur ces 4 comportements-là, on a vraiment un pouvoir sur notre santé et c'est ce que je vais tenter de vous parler aujourd'hui, c'est comment vous allez
faire vos activités physiques. Parce que présentement, vous êtes en confinement, vous êtes devant le téléviseur beaucoup. Donc, pendant les pauses publicitaires, vous allez pouvoir vous lever. Je vais vous donner des petits indices là, sur comment vous devez vous sentir quand vous faites un exercice parce qu'en fait, il n'y a aucun exercice qui est dangereux. Ce qui est le plus dangereux, en fait, puis c'est ce que Dr. Poirier a dit tantôt, c'est d'être assis puis c'est de rien faire. La sédentarité, là, c'est vraiment considéré comme étant le nouveau tabac. Il y a beaucoup de morbidité, suite au fait d'être sédentaire. Ça équivaut à fumer un paquet de cigarettes par jour quand même, c'est pas rien. Donc, passer plus de 6 heures en position assise par jour pendant 10 ans diminue votre espérance de vie de 7 ans et ce, même si vous êtes actif à tous les jours. Donc, on le répétera jamais assez, le fait de bouger, mais pas nécessairement d'aller prendre des marches d'1 heure dehors. Tantôt, Dr. Poirier a parlé de 30 minutes, c'est super. Ça peut être aussi juste de faire des petites pauses dans votre journée, des micro-pauses. Donc, de prendre des minutes, des 2 minutes dans votre journée pendant les pauses publicitaires, par contre, pour aller marcher dans votre appartement, faire le tour, lever vos genoux, talons fesses, aller vous prendre de l'eau, faire des petits pliés de genoux. Il y a des petites choses que vous pouvez faire qui, au bout du compte, vous allez additionner des minutes d'activité physique. C'est ça qui est le plus important. D'abord et avant tout, parce qu'il y a des gens qui sont confinés dans des appartements, dans des 3,5 qui ne peuvent pas sortir. Donc, il y a des outils aussi sur Internet. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans ma présentation. Oups, excusez, j'essaie d'avancer. Parfait. Oups, je pense qu'on a... Non, c'est bon. Oui, donc, combien de fois par semaine il faut être actif, puis combien de temps doit durer chaque séance? Bien, c'est sûr que plus je vais faire de l'activité physique, plus j'ai de bénéfices sur ma santé. Mais en même temps, il faut que je me pose la question suivante, est-ce que je vais être capable de garder ce rythme-là pour le reste de mes jours? Hein? C'est ça qui est important. Là, vous êtes en confinement, vous en faites à tous les jours, c'est correct. Mais en tout cas, j'espère, ou sinon, là, vous allez en faire à partir de maintenant. Mais est-ce que vous allez être capable de garder ce rythme-là à long terme? Hein? Parce que les bénéfices de l'exercice sur votre corps là, sont à plein de niveaux et sont là tant que vous êtes actif physiquement. À partir du moment où vous vous asseyez, bien, ces bénéfices-là disparaissent. Donc, c'est important de trouver quelque chose que vous aimez, qui va être accessible et que vous allez pouvoir garder le plus longtemps possible. Puis, combien de temps ça doit durer? Bien, oui, il y a le 30 minutes par jour, mais il y a une grosse étude qui est sortie en 2011 aussi qui dit que 15 minutes d'exercice physique augmente l'espérance de vie de 3 ans et diminue le risque de mortalité toute cause de 14 %. Parce que le temps, c'est souvent un enjeu quand on veut faire de l'activité physique. On n'a jamais le temps, il y a souvent d'autres choses à faire de plus important. Mais dépendamment de la façon que vous allez faire votre exercice, il y a moyen de sauver du temps. Et là, je vais vous parler rapidement de l'entraînement par intervalle versus l'entraînement de type continu. Très rapidement. En fait, quand vous allez prendre votre marche à l'extérieur, il y a 2 façons de le faire. Okay? Donc, soit vous marchez en gardant toujours le même rythme, c'est correct aussi. Ou sinon, vous allez varier vos intensités. Et c'est pas parce que vous variez vos intensités que ça devient dangereux, que ça devient plus intense nécessairement. C'est important quand vous allez marcher un petit peu plus vite de vous poser des questions sur comment vous vous sentez. Parce que c'est ça qui est important. Un exercice est intense à partir du moment où vous n'êtes plus capable de reprendre le dessus sur votre respiration. Puis là, vous sentez vos fréquences cardiaques là, se débattre, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, vous êtes syphosé. Ça, là, c'est des signes que c'est trop intense pour vous quand vous allez faire votre effort. Mais quand vous allez marcher, là, vous allez augmenter le rythme un petit peu. Après ça, vous allez ralentir. Puis vous recommencez, on marche un petit peu plus vite, on ralentit. Bien, ce type d'entraînement-là, c'est de l'entraînement par intervalle. Et les études montrent que si on fait 5 minutes d'entraînement par intervalle, ça équivaut à faire 10 minutes en continu. Donc, j'économise du temps quand je fais ce type d'entraînement-là, puis c'est ça qui est intéressant. Donc, si vous faites un 30 minutes en intermittence, c'est comme si vous avez fait 1 heure de marche, OK? Peut-être pas commencer par 30 minutes d'intervalle, c'est un peu beaucoup, mais peut-être juste commencer par des petites accélérations pour voir comment vous vous sentez. Et c'est là qu'on va parler de à quelle intensité il faut pratiquer votre exercice pour que ce soit fait de façon sécuritaire. Comme je vous disais, c'est important de vous poser des questions quand vous êtes en état d'exercice, mais c'est important de vous poser les bonnes questions. Et la première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je suis capable de parler quand je vais faire ma
ma marche, quand je vais faire mon petit intervalle, mon petit pic d'effort. Bon, si vous êtes 2 par 2, ça va bien se parler. Si vous êtes seul, ben là, ça devient un peu plus ennuyant, peut-être plus fredonné à ce moment-là, pour voir si vous êtes encore capable de parler. L'essoufflement, c'est normal quand vous êtes en état d'exercice, mais ce qui est pas normal, c'est de sentir que vous êtes à bout de souffle et que vous n'êtes plus capable de parler. À ce moment-là, la première chose, ça va être de ralentir, OK, puis de reprendre le dessus sur votre respiration. Donc, première question que vous allez vous poser ce soir quand vous allez marcher, est-ce que je suis capable de parler? Si vous êtes capable de tout raconter la conférence d'aujourd'hui puis qu'il n'y a pas d'essoufflement, bien là, ça se peut que je vous dise d'augmenter un petit peu plus le rythme, OK? Mais si vous sentez que, ben oui, là, je suis capable de parler, mais je t'essouffle un peu, bien vous êtes dans une bonne zone d'effort, OK? Ça, c'est la première question. Est-ce que je suis capable de parler quand je fais mon exercice? Deuxième question que vous devez vous poser, c'est comment je me sens? Et là, sur le comment je me sens, vous avez une échelle de perception de l'effort, comme je vous disais, qui va vous amener à vous poser des questions, pas quand vous vous reposez, quand vous êtes dans votre pointe d'effort. Est-ce que pour moi, là, c'est un peu difficile? Est-ce que ça demande un peu d'effort, ce que je fais? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est très difficile ou très, très, très difficile? Si vous êtes en train de monter une côte, soudainement, vous êtes dehors, là, vous montez une côte, puis là, votre respiration devient hyper importante. Vous allez vous situer où sur l'échelle, vous pensez? Vous allez être dans le 16-17. Ça risque d'être très, très, très difficile. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ralentir un peu. OK? Donc, c'est important de sentir que quand vous faites un exercice, oui, je suis en état d'exercice, mais je ne suis jamais au maximum de mes capacités. Ça, c'est le plus important quand vous êtes à l'effort. Puis, ben, le troisième indicateur, en fait, c'est les fréquences cardiaques. Mais les fréquences cardiaques, quand vous avez eu un événement cardiaque, il y a plein de médications que vous prenez qui ralentissent les fréquences cardiaques. Hein. C'est ça le but des médicaments qu'on appelle dans la classe des bêta-bloqueurs. Donc, votre cœur a besoin de se reposer quand vous avez eu une chirurgie cardiaque, puis c'est un des moyens, parce que quand on se foule une cheville, on peut s'étendre la jambe puis plus bouger, mais quand on a une opération au cœur, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pour ça que vous prenez ce type de médicament-là. Et quand vous êtes en état d'exercice, bien, c'est sûr que les fréquences cardiaques vont s'activer. OK? C'est correct, c'est normal, mais ce qui est hyper important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de fréquence cardiaque dangereuse. Habituellement, là, quand je sens que je t'ai soufflé un peu puis que je perçois mon effort comme un peu difficile, bien, il y a des grosses chances que je sois dans des fréquences cardiaques qui soient sécuritaires pour moi. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous calculez vos fréquences cardiaques avec des calculs là, 220 moins l'âge, puis tout ça, en passant, il y a des erreurs d'estimation de 8 à 12 battements quand vous prenez ça. Reste que vous vous basez seulement sur votre chiffre et non pas sur des sensations. Puis c'est là que ça devient dangereux. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de chiffre à ne pas dépasser, mais il y a des sensations à ne pas dépasser. Donc, en tout temps, vous sentez que c'est hors de contrôle, trop essoufflé, mal aux cuisses, ça ne va pas, les points noirs, vous avez mal au cœur, bien, vous ralentissez un peu. Ça, c'est hyper important. Donc, gardez toujours en tête que faut vous poser des questions quand vous faites vos points d'effort. Quand vous vous reposez, vous récupérez, vous ralentissez les fréquences cardiaques. Après ça, vous repartez un petit peu plus rapidement sans problème. Donc, c'est pas dangereux de faire des intervalles. Ce qui est dangereux, c'est de faire un exercice, de pas bien se sentir puis de continuer de faire ça. C'est ça qui est dangereux. Donc, je vous disais, excusez, j'ai de la misère. Donc, pour les entraînements par intermittence, des fois, c'est fait à des bonnes intensités. On dit de faire ça à peu près 3 fois par semaine, puis le reste du temps, de faire des entraînements de type continu. J'ai oublié de vous dire, au départ, là, peu importe le type d'entraînement que vous faites, l'important, c'est de bouger, c'est de faire de l'exercice, c'est de faire de la danse, c'est de faire de la marche, c'est de faire quelque chose qui vous allume, OK? Puis ça, c'est une parenthèse que je veux faire qui est hyper, hyper importante. Si vous devez vous reposer dans la journée parce que vous êtes brûlé de votre marche, bien ça aussi, c'est un indice qui fait que vous êtes trop loin dans votre effort ou il y a trop de journées d'exercice dans votre semaine. Donc, c'est pas normal de devoir récupérer d'un effort là, pendant très, très longtemps. No pain, no gain, c'est-tu vrai ça? C'est-tu vrai qu'il faut fournir un effort intense pour avoir des résultats? Ben non, pas nécessairement. Donc, l'important, comme je vous disais, c'est d'être actif à long terme de façon à ce que vous soyez confortable pour que vous gardiez ça le plus longtemps possible.
Maintenant, si vous avez eu un pontage récemment, puis que vous ne savez pas trop là, au niveau de la musculation quoi faire, bien, très rapidement, là, je vous informe que ça prend 8 semaines pour que votre sternum soit complètement solidifié. Donc, les premiers 2 à 3 mois, là, on recommande de lever pas plus que 5 livres. Après ça, vous pouvez reprendre graduellement. À ce sujet-là, au Centre Épique, on a une page Facebook avec des capsules d'exercices. On en a fait une hier, justement, pour des gens qui ont eu des problèmes cardiaques récemment. Mais à tous les jours, toute notre équipe de kinésiologues met des capsules d'exercices pour vous. Donc, vous allez sur Facebook, vous aimez la page du Centre Épique et vous allez pouvoir voir là, à tous les jours des capsules d'exercices pour vous que vous allez pouvoir faire dans le confort de votre salon avec pas trop de matériel. Attendez une minute. Maintenant, les exercices plus à risque. En fait, comme je vous disais, il y a des gens qui ont commencé à jardiner, à pelleter de la terre, pelleter de la neige, peut-être qu'il en reste à Québec. Ici, il n'en reste plus tellement. Est-ce que c'est dangereux de pelleter de la neige? Bien, je vais vous dire non, il n'y a pas d'exercice dangereux. Ce qui est dangereux, rappelez-vous toujours, c'est de la façon que vous faites les choses. Puis si vous pelletez puis que vous ne vous sentez pas bien puis que vous continuez, là, c'est dangereux. Mais si vous pelletez, premièrement, vous allez y aller doucement puis vous allez vous poser des questions. Comment ça va quand je pelle? Si vous sentez là, que vous êtes trop essoufflé puis c'est trop difficile, bien, vous allez prendre une pause à ce moment-là. Puis si ça va bien, bien, vous continuez. OK? Donc, il n'y a pas de souci. Si ça tire un peu dans la plaie, vous pouvez peut-être pas pelleter. Là, si ça fait 8 semaines que vous êtes ponté, là, vous avez une bonne excuse. Mais sinon, on peut le faire graduellement sans problème. Donc, c'est important d'être attentif à comment vous vous sentez. Je reviens souvent sur ça, mais c'est vraiment la clé du message aujourd'hui. Puis pour le temps que j'ai, c'est vraiment le plus important que vous devez retenir pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, en conclusion, bien, il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques à être actif. Il ne faut pas que vous ayez peur de bouger. Il y a des outils en ligne aussi sur le site de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il y a un guide qui s'appelle « Prendre ma santé à cœur ». Un guide comme ça. Donc, la présentation d'aujourd'hui se retrouve de façon beaucoup plus détaillée. Donc, on peut le consulter gratuitement. Puis, comme je vous disais, il y a des capsules aussi sur le site Facebook du Centre Épique pour vous motiver puis vous garder actif le plus possible. Merci. Merci beaucoup, Madame Guilbeault, pour cette belle présentation. Notre 4e conférencière, Annie Rochette, est professeure titulaire au programme d'ergothérapie de l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de Montréal. Elle est détentrice d'une bourse de carrière pour chercheurs seniors du Fonds de recherche du Québec, Santé. Elle agit comme leader actuel du site Info AVC ou Stroke Engine en anglais, en transfert de connaissances en réadaptation de l'AVC. À vous, Madame Rochette. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. D'entrée de jeu, juste vous dire que comme il vient d'être mentionné, j'ai des fonds du Partenariat canadien pour le rétablissement de l'AVC, entre autres pour le site web Info AVC, que je vais vous montrer comme une ressource possible, surtout pour les personnes qui ont subi un AVC et les proches, en termes de quoi faire ou des idées ou un peu plus d'informations sur la réadaptation de l'AVC. Donc, je vais répéter le message que le Dr Poirier a dit. Je pense que c'est super important. On entend beaucoup de réticence des gens à aller consulter, à se rendre dans les centres hospitaliers, de peur d'attraper la COVID-19. Je pense que c'est hyper important de réagir vite. Et surtout pour l'AVC, mais toutes les maladies cardiovasculaires en général, et de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur d'aller consulter si jamais vous avez des symptômes là, qui nécessitent de consulter. Donc, si on parle un peu plus de réadaptation de l'AVC, bien sûr, l'activité physique est super importante. Peut-être pour rassurer un peu tout le monde en réadaptation de l'AVC, on va souvent dire que c'est important de commencer la réadaptation très tôt, ou le plus tôt, c'est le mieux. Mais de plus en plus, ce qu'on observe, c'est que la récupération est observée sur plusieurs mois et même parfois des années. Puis je pense que Louis a fait un bon témoignage dans ce sens-là, que pour lui, il disait que sa réadaptation a duré 1 année. Donc, de plus en plus, on a des études aussi qui sont faites, on appelle en phase chronique, donc après 6 mois post-AVC, et on observe de belles améliorations dans le temps. Donc, actuellement, on est dans une situation qui est particulière.
Donc, je vous dirais oui, on veut en faire un peu à la maison, mais ça va être de vraiment suivre les consignes des professionnels de la réadaptation, puis d'essayer de faire votre programme à vous si vous en avez un. Donc, la réadaptation en tant que telle, quand on parle de réadaptation, on pourrait le comparer, c'est un entraînement. Donc, c'est un peu la même chose que si on veut pratiquer un sport ou apprendre un instrument de musique. On va faire la réadaptation, ça va être beaucoup de répétitions. Et l'important, c'est de le faire de façon sécuritaire. Donc, je répète qu'il faut suivre, habituellement, la réadaptation, elle est très personnalisée et individuelle, d'où l'importance de suivre les consignes et les instructions des professionnels de la réadaptation. Même si vous trouvez de l'information sur le web, comme je vais vous montrer, où en trouver, mieux vaut valider et utiliser cette information-là pour ouvrir un dialogue avec les professionnels de la réadaptation pour voir si c'est quelque chose qui peut s'appliquer à votre situation en tant que telle. On est face à un peu plus de téléréadaptation dans le contexte actuel. Si vous avez la possibilité d'en avoir, juste quelques consignes ici ou des rappels qu'il faut être patient. Si on est en contact avec un professionnel de santé par téléréadaptation ou télémédecine, on essaie d'éliminer les distractions autour de nous. Donc, fermer la télévision, fermer la radio. Des fois, les animaux de compagnie décident qu'ils veulent qu'on s'occupe d'eux pendant qu'on est occupé devant la webcam. Vérifier que le son est bon. On essaie de parler lentement. Puis, si jamais c'est de la réadaptation, on peut prévoir un espace pour bouger au besoin, mais de façon sécuritaire. La réadaptation qui fonctionne le mieux, c'est celle qui est orientée sur la tâche. Donc, indirectement, on en a parlé, on essaie de trouver c'est quoi les activités qui sont significatives, qui sont importantes pour nous individuellement. Louis a parlé beaucoup des jeux vidéo, de la Wii. On a parlé d'aller prendre des marches, mais c'est un peu trouver quelles activités vont être importantes et intéressantes pour vous, puis miser sur celles-là et la façon de les réaliser. Donc, le type d'activité va nécessairement dépendre de ce qui est à prioriser, de ce qui est le plus à récupérer. Donc, Valérie a parlé quand même beaucoup d'activités physiques. C'est important d'en faire, mais dans certains cas aussi, si on est face à un AVC, puis ce qu'on veut, c'est récupérer, que ce soit au niveau des bras, des mains, est-ce qu'on veut récupérer au niveau de la jambe, la force, est-ce qu'on est plus au niveau de l'équilibre, on va prioriser certains types d'activités physiques, donc peut-être les jeux vidéo dans certains cas. Et si on a des enjeux ou des défis qui sont plus au niveau de la cognition, de la mémoire, de la planification ou au niveau perceptuel, de la communication, ou on va parler un peu des troubles invisibles comme la fatigue aussi, on va choisir d'autres types d'activités. Donc, ultimement, ce qu'on veut quand on fait de la pratique, l'entraînement de la réadaptation, c'est vraiment de répéter vraiment plusieurs fois dans le temps pour éventuellement récupérer le plus possible. C'est quoi des activités significatives? Mais ça vous appartient. Il faut essayer d'identifier. On a parlé de la musique tantôt. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie des fois, mais qui est toujours gagnant. On a tous nos types de musique qu'on préfère le plus. Ça peut être pour relaxer, ça peut être pour nous augmenter notre niveau d'activité, justement, puis peut-être bouger, marcher un peu plus vite selon le rythme. C'est peut-être pour chanter, comme Valérie le disait, pendant qu'on marche, pour faire notre test de l'effort, puis voir si on est à un niveau qui est suffisamment exigeant. C'est démontré aussi que c'est bon pour stimuler la mémoire, la cognition, l'attention, mais c'est bon pour l'humeur aussi. Donc, prenez du temps un peu chaque jour pour écouter de la musique. Louis a parlé de relaxation, la méditation, puis pour se reposer pour la fatigue aussi, parce que c'est sûr que c'est un temps où l'atmosphère fait en sorte que tout le monde, on est un peu plus fatigué et probablement plus quand on a à composer avec un problème de santé ou avec un AVC ou une maladie cardiaque. Donc, on mise sur les loisirs, des loisirs qu'on peut faire à la maison. On peut s'en découvrir de nouveaux. On a parlé, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une page Facebook justement pour l'observation des oiseaux à partir de notre balcon, un peu partout au Québec. Et on en profite aussi pour se rencontrer virtuellement. Donc, l'important dans mon message, parce qu'on veut garder un peu de temps pour les questions aussi, mais l'important, ça va être de bien planifier. Donc, inclure du temps à tous les jours pour la planification, mais aussi pour le repos. Donc, se faire un horaire, c'est pas fou, même si on pense qu'on n'a rien à faire puis qu'on est à la maison. Se faire un horaire, inclure dans l'horaire nos activités quotidiennes, le temps le matin, si on prend la douche, le déjeuner, préparer les repas, le temps de préparation des repas, c'est quel jour qu'on sort pour aller faire les courses ou si on fait livrer à domicile.
Mais donc, inclure dans l'horaire des activités significatives, les activités physiques qu'on veut faire et planifier également des périodes de repos parce qu'on risque d'avoir besoin de se reposer aussi, étant donné la fatigue potentielle. Donc, juste un petit mot sur la fatigue, parce que quand on parle de fatigue, surtout post-AVC, ce n'est pas exactement la même fatigue qu'on va ressentir, monsieur, madame, tout le monde, où on va se reposer un peu, faire une sieste et récupérer rapidement. Suite à un AVC, habituellement, la fatigue est beaucoup plus longue à récupérer. Puis on va habituellement la distinguer en 3 types. On va parler de fatigue physique, de fatigue cognitive ou de fatigue émotive ou émotionnelle. Donc, la fatigue physique, on en a parlé un petit peu tantôt avec Valérie, c'est suite à une activité physique quelconque, si on se retrouve vraiment fatigué, ça c'est de la fatigue physique avec... et la fatigue cognitive, c'est peut-être plus quand on a besoin de se concentrer, justement de planifier, de mémoriser. Là, on peut, suite à ça, avoir à composer avec une fatigue cognitive. Puis émotionnelle, on en vit tous un peu aussi avec juste l'atmosphère actuellement de la COVID, mais si des fois, si on parle à un membre de la famille qui a des exigences envers nous, on devient un peu plus émotif et ça crée de la fatigue. Donc, les différentes façons de gérer la fatigue, c'est le temps. Donc, on revient à l'horaire comme un domaine important ou une façon qui peut nous aider à mieux la gérer. On peut mieux organiser notre environnement aussi, donc diminuer les distracteurs, comme on parlait tantôt, ou se donner un bon éclairage ou un environnement plus calme. Et un autre sphère de contrôle, c'est soi-même, c'est de se donner des limites. Peut-être pas écouter, on peut aimer le point de presse de M. Legault à tous les jours, mais peut-être que si on en saute un de temps en temps, ça peut diminuer aussi la fatigue. Puis j'ai mis un lien ici où on avait fait un documentaire l'an dernier où c'est des personnes qui ont subi un AVC qui font un témoignage sur ce que ça veut dire pour eux, puis ils nous partagent les différentes stratégies qu'ils utilisent dans leur quotidien pour composer avec la fatigue. Donc, simplement pour vous dire que le site web Info AVC, c'est un site qui est pour les professionnels de la santé, mais également pour les personnes qui ont subi l'AVC et leurs proches. Et vous avez un onglet Intervention où vous avez une liste de beaucoup d'interventions qui sont possibles suite à l'AVC. Et pour chacune, il y a un onglet Information aux patients où vous avez une liste de questions-réponses. Alors, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations par ce site-là, entre autres, puis ça va vous mener vers des liens vers d'autres sites externes aussi qui ont de bonnes informations. Donc, je voulais juste conclure en se faisant un rappel, tout le monde, qu'on l'appelle une crise. On est dans la COVID-19, c'est une crise. Ce que ça veut dire une crise, c'est que c'est une situation qui est temporaire, heureusement, mais pendant qu'on est dedans, on peut trouver ça un peu difficile ou se demander si ça va finir, mais c'est une situation qui est temporaire de par sa définition, puis on peut se demander comment on peut passer à travers en diminuant nos attentes, on peut lâcher prise, puis tout le monde qui est ici a certainement vécu une situation stressante, que ce soit l'événement de santé ou l'événement de santé d'un proche, et c'est un événement qui est possiblement en partie résolu, fait que ça permet de remettre en perspective. Donc, dans le temps, on va passer à travers pour on va pouvoir remettre en perspective. Donc voilà, on peut passer, j'imagine, à la période de questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous nos conférenciers pour cette très belle présentation. Nous sommes, oui, rendus maintenant à la période de questions. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la fenêtre de clavardage. Nous pourrons donc les transmettre aux conférenciers. Notre première intervention est plutôt un remerciement pour Louis, plus particulièrement d'avoir partagé son expérience. Les participants du webinaire ont fait plusieurs commentaires dans les questions pour reconnaître ton courage, Louis, et ta détermination dans les épreuves que tu as traversées. Donc, première question, merci à toi, Louise. Première question, dans le contexte actuel, comment déterminez-vous si un patient de retour dans la communauté doit être vu en personne par un professionnel de la santé pour de la réadaptation ou un autre suivi? Je dirais peut-être Dr. Poirier, si vous voulez commencer, et Annie Rochette, si vous voulez compléter. Écoutez, c'est une question qui est difficile parce que on réapprend à faire de la médecine par téléphone. Alors, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai fait de la téléconsultation,
puis un patient juste à me conter ses affaires. Il y a des patients qui se connaissent très bien. Puis j'ai fait venir à l'hôpital pour lui passer un tapis roulant pour être certain qu'il n'était pas en angine instable parce que le patient a passé une fin de semaine de Pâques horrible à avoir des douleurs. Il ne voulait pas venir. Alors, ça, c'est le patient qui se connaît. Les patients qui ne se connaissent pas pensent toujours que le problème cardiaque, c'est une indigestion ou que leur paralysie, c'est une faiblesse, c'est quelque chose de passager, puis ça va revenir. C'est des urgences. Alors, il faut que ces gens-là puissent consulter, puis puissent trouver une place, un professionnel à qui parler. Et c'est le changement soudain d'une condition d'être qui fait que ces patients-là, on les considère instables, puis qu'il faut qu'ils soient évalués face à face. Puis, je vous dirais que la meilleure place, la première, je les appelle, c'est toujours les gens qui sont vraiment à la première ligne, c'est les pharmaciens. Parce que les cliniques sont fermées, on essaie de rejoindre notre médecin, on n'est pas capable, on a peur d'aller à l'urgence. Ben, allez à votre pharmacie, vous avez peur d'aller à l'urgence. Vous allez peut-être attendre un peu plus longtemps, mais lui, il va vous diriger, puis il pourra diriger votre trafic. C'est sûr, n'importe quel professionnel, ils ont un gros bon sens, ils vont vous orienter. Mais s'il vous plaît, dans le doute, consultez quelqu'un. Mais pour compléter, je dirais que du côté de la réadaptation, habituellement, mes collègues, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire effectivement en téléréadaptation. Surtout si on est bien connu de l'équipe, puis si c'est plus un suivi où on va appliquer des interventions. Habituellement, ils vont vouloir faire une visite au tout début d'un suivi, vraiment pour faire une évaluation plus globale et complète de la situation. Puis plutôt que d'envoyer plusieurs intervenants, ils vont mandater un des intervenants de l'équipe pour aller recueillir l'ensemble des informations, justement. Merci beaucoup. Donc, on a une autre question, en fait, d'une porte-parole de Cœur et AVC qui demande, est-ce que, donc, c'est vraiment peut-être plus un cas médical, là, peut-être pour Dr Poirier. C'est quelqu'un qui a eu un AVC. Donc, est-ce que je peux faire de l'exercice en sachant que je suis en attente d'une intervention pour emboliser 3 anévrismes et que j'ai subi un AVC hémorragique il y a 14 ans? Donc, elle veut savoir qu'est-ce qu'elle peut faire ou non. Là, on fait de la téléconsultation. Ça peut être plus de la téléconsultation que ça. Je vous dirais que s'il est en attente d'une embolisation de 3 anévrismes, je conclus que ça doit être au cerveau. Si je conclus que ça doit être au cerveau, ces patients-là sont à risque s'ils sont hypertendus. Et là, je passerai peut-être la POC à Valérie. Elle pourra compléter. Ces gens-là, ce qu'il faut éviter, c'est les manœuvres qui bloquent leur respiration, qui font monter leur pression artérielle. Donc, il faut vraiment avoir le contrôle sur la pression artérielle et c'est là que l'exercice, je ne dirais pas souffrant ou douloureux, n'a pas sa place du tout. Il faut que cette personne-là garde ses acquis et évite de monter ses pressions artérielles pour justement éviter un accident. Exactement, je vais vraiment dans le même sens. C'est pas d'essoufflement, exercice hyper facile, une petite marche mollo, mais rien d'intense, vraiment. Parfait, merci beaucoup. On a eu également une question pour la vidéo sur le lavage des mains dont on a parlé tout à l'heure rapidement. Donc, on va vous mettre dans le chat des conversations le lien de la vidéo qui est en anglais, mais qui est vraiment là, très, très imagé. Donc, une personne qui se lave une seule main là, de façon efficace et sécuritaire. Donc, nous aurions le temps pour une dernière question que je vais adresser plus particulièrement à Louis, qui pourrait commencer, et ensuite à Valérie. Donc, trouvez-vous que dans la transition vers la réadaptation virtuelle actuellement, il pourrait y avoir un biais d'accès à la technologie entre les différents groupes d'âge? Donc, en d'autres mots, serait-il plus facile pour certains groupes d'âge, comme les jeunes, dans la vingtaine par exemple, de faire de la réadaptation virtuelle? Donc, Louis, si tu peux commencer, s'il te plaît. Oui, je pense que l'utilisation de la technologie, c'est une possibilité qui est maintenant plus ouverte à tout le monde parce que tout le monde commence à être habitué à utiliser des ordi et des cellulaires et des choses. Et je trouve que dans ces situations comme celui qu'on a maintenant avec tout la COVID, tout le monde commence à utiliser plus en plus la technologie pour se communiquer. Alors, je pense que ça va faire que tout le monde va être un peu plus à l'aise. Merci, Louis. Un système de communication à distance et ça va bien aider à tout le monde. Et je pense que l'autre
point à propos d'utiliser la technologie pour la réadaptation, c'est rester motivé et donner l'importance qu'il faut parce que des fois, ça a l'air que comme on est à la maison, c'est moins important. Et ça n'est pas vrai du tout. Alors, il doit avoir une bonne conversation avec le thérapeute pour s'assurer que tout se fait comme il faut et qu'on prenne tout l'effort nécessaire pour avoir un bon résultat de la réadaptation. Moi, je pense que cette crise-là, en fait, nous ouvre un peu les portes de la téléconsultation. Pour notre clientèle, on a une clientèle qui est âgée quand même chez nous au Centre Épique. Donc, quand on fait des capsules live puis tout ça, il y a une grosse majorité de notre clientèle que ça les intéresse pas puis qui veulent pas. Puis tranquillement, sont comme obligés de se tourner vers ça. Puis nous aussi. Donc, je pense que ça va obliger des gens qui étaient peut-être pas tournés vers ça, qui étaient plus âgés, à découvrir ça. Puis parce que c'est vraiment l'avenir. Il y a vraiment quelque chose à retirer de cette crise-là, puis à garder après, c'est de rendre les choses le plus accessibles possible. Puis il faut que ce soit fait pour tous les groupes d'âge. Même si c'est les plus jeunes qui sont habitués, il faut que les plus vieux le fassent aussi. Puis là, ben, on n'a pas le choix. Bien, merci beaucoup à nos 4 conférenciers d'avoir pris le temps de répondre aux questions de tous les participants aujourd'hui, d'explorer des stratégies pour continuer la réadaptation durant cette période de pandémie. Nous vous rappelons d'aller sur la plateforme GoToWebinar comme mentionné au début de la présentation. Merci encore à tous pour votre précieuse participation. Restez à l'affût pour les prochaines activités, les prochains webinaires, dont celui du 22 avril prochain qui va traiter des défis des proches aidants dans le contexte actuel. Prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver bientôt. Merci. 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 Bye.